Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui a sauvé des millions de vies pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est une personne emblématique de l'informatique, c'est Alan Turing. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Turing, qui est pour moi une histoire passionnante. J'ai redécouvert un petit peu cette histoire en revisionnant le film The Imitation Game et je me suis dit, je vais m'en servir pour en faire une vidéo. Donc je me suis basé en tant que source sur The Imitation Game et les vidéos de National Geographic, quelques articles que j'ai pu trouver. Alors, j'avais fait une note avec tous les liens de toutes les sources, sauf que je n'avais pas sauvegardé cette note. Du coup, j'ai plus les liens. Désolé, j'ai voulu bien faire et au final... Alan Turing est né en 1912 en Angleterre, il a ensuite étudié à Sherborne à Dorset. Sherborne, c'est comme celle qui fait les 49.3 mais avec un Cher devant, c'est la même chose. Il a été énormément bizuté, maltraité par ses camarades de classe, ce qui ne l'a pas empêché à 14 ans de faire 90 km en vélo, tout ça pour être présent le jour de la rentrée puisqu'il y avait des grèves nationales. Ce mec a des mollets plus forts que moi, c'est des mollets en titane. 2 ans après, il découvre les travaux d'Albert Einstein et pour Alan, malgré qu'il ne soit pas encore connu, il était déjà une grosse figure emblématique. Il a aussi rencontré Christopher Morcom, une personne qui était passionnée de mathématiques et de cryptographie, ce qui l'a d'ailleurs amené à travailler beaucoup plus sur la cryptographie par la suite. Ils ont travaillé sur de nombreux projets ensemble, ce qui a renforcé leur amitié, et notamment Alan a développé des sentiments amoureux pour Christopher, ce qui a essayé de lui avouer plusieurs fois, mais à cette époque-là, il valait mieux éviter, a jamais réussi à lui dire. Mais ça, on en reviendra un petit peu plus tard, lunettes, dans la partie sur ses difficultés. Il a aussi étudié à l'université de Cambridge, là où il a reçu une bourse d'études pour travailler et renforcer ses connaissances en mathématiques. En 1936, à l'âge de 23 ans, il écrit un article nommé Uncomputable Number with an Application to the Einsteindungsproblem. Qui a attiré l'attention de nombreux experts dans le domaine et ce qui a ouvert aussi la voie à la création des machines de calcul dans ce domaine. En 1939, sa vie bascule puisqu'il est recruté par le gouvernement britannique pour travailler sur le projet Ultra à Bletchley Park. L'objectif était de pouvoir décrypter les messages envoyés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale à l'aide d'une machine appelée la machine Enigma, l'une des machines les plus inviolables à cette époque. Tout le monde pense qu'Enigma est inviolable. Bien. Laissez-moi essayer. Comme ça, nous serons sûrs, au moins. Il voulait à ce moment-là travailler avec une équipe de choc qui lui avait été un petit peu imposée puisque Alan était quelqu'un d'assez solitaire. Il a donc décidé de pouvoir recruter les personnes avec un mot croisé dans le journal qui était tout simplement un challenge de vitesse. À cette époque, une seule femme a réussi à arriver à la deuxième phase de test, s'appelait Joanne Clark. Elle a réussi le test en 6 minutes devant tous les autres participants, ce qui est incroyable. Le test était monstrueux et elle a rushé une prouesse légendaire. Et à cette époque, elle fut même rejetée par les autres participants puisque c'était une femme. Et malheureusement, pour les participants de cette époque, les femmes ne pouvaient pas travailler en tant qu'ingénieurs. Sauf que le petit duo de personnes incomprises de la société que formaient Alan et Joanne, Alan l'avait bien compris. Et Alan a tout fait pour la faire travailler sur le projet, malgré ses différences et malgré le vœu de ses supérieurs que Joanne ne travaille pas sur le sujet. Parce que pour Alan, il avait bien compris qu'une personne qui réussissait ce test en moins de 6 minutes, alors que même lui ne l'avait pas réussi en moins de 6 minutes, est un très gros atout pour son équipe. Parfois, ce sont les personnes que l'on imagine capables de rien qui font des choses que personne n'aurait imaginées. À cette époque, la machine Enigma était conçue et était connue comme étant inviolable. Elle utilisait un clavier de 26 touches pour saisir des lettres de l'alphabet. Lorsqu'une touche était enfoncée, une série de rotors tournait dans la machine pour changer la lettre en un code. Le nombre de rotors utilisés variait de 3 à 5, chacun ayant 26 positions possibles, une position par lettre de l'alphabet. Les rotors étaient choisis de manière aléatoire et leur ordre était modifié chaque jour par un code séquence. Ce code séquence était envoyé tous les jours aux généraux de communication des nazis. Le chiffrement se faisait par la combinaison de 3 éléments, les rotors, les réflecteurs et les plugboards. Les réflecteurs étaient des petites pièces à l'intérieur des machines qui permettaient de renvoyer le signal dans une direction opposée. Les plugboards permettaient de connecter différentes lettres de l'alphabet, créant ainsi plus de combinaisons pour le chiffrement des messages. Pour pouvoir décrypter les messages envoyés par Enigma, il fallait connaître la position exacte des rotors, des plugboards et des réflecteurs, qui était excessivement compliqué puisque si on combine toutes les probabilités possibles, on était à 159 milliards de combinaisons possibles tous les jours. Ça fait beaucoup là, non? Ce qui est incapable d'être maîtrisé par un être humain, ce qui considère cette machine comme inviolable. Cependant, Turing pensait qu'il était possible de décrypter ces messages grâce à une machine de calcul, machine qu'il appela la bombe.
Cette machine était capable de faire des calculs mathématiques afin de pouvoir déchiffrer tous les messages envoyés par Enigma. Au plus fort de la guerre, plus de 2 milliards de messages ont été envoyés et grâce à la bomba, les alliés ont pu décrypter une très grande partie d'entre eux. Par exemple, la bataille de Stalingrad, le débarquement ou même la bataille des Ardennes n'aurait pas été une réussite pour les alliés si Alan Turing et ses coéquipiers n'avaient pas réussi à déchiffrer tous ces messages. Ce qui montre quand même l'importance de cette machine au cours de la dernière guerre mondiale. De 1941 à 1943, pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de 85 000 communications qui sont décryptées par la bomba. Le positionnement des rotors était changé tous les jours, c'est-à-dire que la bombe devait recalculer à chaque fois, tous les jours, toutes les probabilités, ce qui prenait énormément de temps. Mais grâce à une toute petite recherche et un tout petit peu d'analyse sur les messages décryptés auparavant, on pouvait s'apercevoir que l'égocentrisme de Hitler a malheureusement causé sa perte. Je suis un génie du pouvoir, moi. Comme quoi l'égocentrisme peut tuer, puisqu'à la fin de chaque message envoyé au petit matin pour calibrer les rotors, tous les messages étaient finis par Heil Hitler. Et grâce à ces deux petits mots, il était possible de faire descendre la vitesse de décryptage à seulement 6 minutes. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Et là, pour le coup, il n'y a rien à voir avec le fait que John Lark ait réussi en moins de 6 minutes. Un pur hasard, mais je trouve que le raccourci est quand même joli. Ouais, c'est marrant. Alors, ça, ce sont d'authentiques messages décryptés d'Enigma émanant du haut commandement nazi. 0600, aujourd'hui temps clair, pluie dans la soirée, Heil Hitler. Voilà une information vitale qui va sûrement nous faire gagner la guerre. À la fin de la guerre, en 1946, Alan Turing et ses coéquipiers ont été décorés de l'ordre britannique, sauf que ça devait rester top secret. Malheureusement, du coup, on n'a jamais su réellement pendant ce laps de temps ce qu'ils avaient pu faire, puisque la machine, à ce moment-là, bomba, a été entièrement détruite et aucune preuve ne devait sortir de l'ordre britannique. Après la guerre, Turing a commencé à travailler de chez lui sur une machine appelée Christopher, qui était le premier ordinateur numérique basé sur la bomba. C'est dans les années 1950 que Turing avait pris des notes qui ont été retrouvées où il pensait pouvoir percer le mystère de la conscience humaine, puisque pour lui, un humain n'est juste qu'un ordinateur et donc nous pouvions recréer la conscience humaine directement avec des flux électriques. Je veux que Christopher aille plus loin. Et qu'il fasse un calcul et qu'ensuite, il détermine l'étape suivante. Comme le fait une personne. Imaginez un cerveau électrique, un calculateur numérique. Saviez-vous que sa machine Christopher était une référence à Christopher Morcom? Turing a lui-même décrit Morcom comme une personne les plus importantes de sa vie. Il a été profondément touché et dévasté par sa mort en 1930 lorsque Christopher n'avait que 19 ans. Il est mort d'une tuberculose bovine qu'il avait contractée plus tôt à cause d'un lait contaminé. La mort de Morcom a eu un impact considérable sur la vie de Turing. Il n'a jamais pu lui avouer l'amour qu'il avait pour lui et c'est sûrement ce qui a contribué au fait qu'il considère sa vie à la cryptographie. La machine Christopher n'existe plus, elle a été détruite à la Seconde Guerre mondiale. Une réplique a été faite en 2007 pour l'exposition Turing Legacy qui était exposée au musée de Bletchley Park lui-même. En 1952, se sentant seul, Alan décide de sortir et il rencontre Arnold Murray, une personne de 19 ans avec qui il a eu quelques relations intimes. Il l'a invité chez lui, ont fait leurs petites affaires et normalement l'histoire aurait dû s'arrêter là. Sauf que le même mois, Alan se fait cambrioler, décide de porter plainte contre X et sans le vouloir fait le plus gros contre son camp de l'histoire, puisque les policiers découvrent que Arnold était complice de ce cambriolage et ont aussi découvert son secret, son homosexualité. Il a été condamné pour cette dernière sous le terme pratique indécente en compagnie d'un autre homme, ce qui était illégal en Angleterre à l'époque. La confession de Turing a signé le début de sa descente aux enfers puisqu'il a été obligé de subir un traitement hormonal pour guérir de son homosexualité. Toutes ses accréditations de chercheur lui ont été retirées. Il avait interdiction de voyager en dehors de son pays et a été mis à l'écart de tous ses confrères sur les avancées du moment, qui a finalement conduit à sa mort tragique dans la nuit du 7 ou 8 juin 1950. Sa gouvernante l'a retrouvé mort au petit matin sur son lit, une pomme croquée, victime d'un empoisonnement au cyanure. La police a très vite conduit à un suicide et l'histoire s'est arrêtée là. Malheureusement, décelé que c'est un suicide bien trop tôt, sa mort restera un mystère, elle est encore aujourd'hui sans réponse et le restera sûrement pendant encore des années, voire pour l'éternité. En 1970, la déclassification de certaines informations confidentielles permet aux gens de voir comment est-ce qu'il avait été traité tout au long de sa vie. C'est seulement 16 ans après sa mort que Alan Turing a commencé à être reconnu pour ce qu'il avait fait pour les autres qui n'ont été que très peu à lui tendre la main durant sa vie. Test de Turing. Test de Turing. J'ai eu pendant une vision une musique faite par David Castello-Lopez sur le test de Turing. C'est charmant.
Alan Turing était convaincu qu'à cette époque, aucune machine ne pouvait rivaliser avec un être humain, mais qu'avec les avancées technologiques dans le futur, il serait possible de le reproduire. Nous pensons différemment. Et donc, si nous pouvons le concevoir pour nous, nous pourrions le concevoir pour des cerveaux faits de cuivre, de câbles, d'acier. C'est à ce moment-là qu'il a créé le test de Turing, aussi appelé le jeu de l'imitation. Le test de Turing est relativement simple, il s'agit de faire communiquer à l'aveugle à travers un système d'information. À l'époque c'était sur feuille de papier, mais maintenant ça serait via par exemple un chat. Faire communiquer une personne avec un ordinateur et un être humain. Si cette personne ne peut ni définir qui est l'être humain et qui est la machine, on définit que le test de Turing est réussi. Cet exercice de pensée est toujours utilisé aujourd'hui pour le dialogue avec les intelligences artificielles. L'héritage de Turing est immense, que ce soit durant sa vie ou jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, sa machine Bomba a aidé à sauver des millions de vies, selon certains historiens, plus de 14 millions de vies au cours de 2 ans. Mais malheureusement, Turing n'a pas reçu la reconnaissance nécessaire pour ce travail, puisque ça restera un secret gouvernemental pendant plus de 50 ans après sa mort. Cependant, après sa mort, sa contribution à l'histoire de l'informatique a été reconnue par de nombreuses personnes. C'est seulement 2 ans après la mort de Turing que le premier ordinateur commercial a été créé en Angleterre. En 2009, le premier ministre britannique Monsieur Gordon Brown a présenté des excuses officielles au nom du gouvernement sur la manière dont Turing a été traité. Aujourd'hui, l'héritage de Turing continue à exister. En 2013, la reine Elisabeth II, il l'a rejoint, salut, ciao. La reine Elisabeth II a accordé la grâce royale à titre posthume à Turing pour le traitement qu'il a eu dans sa vie. En 2017, la loi Turing a été votée et a été promulguée pour pardonner les personnes qui avaient été coupables d'actes homosexuels avant leur dépénalisation en 1967, qui depuis 1885 s'élevait à plus de 49 000 hommes selon les historiens. Suite à cela, Alan Turing eut sa tête d'imprimée sur les billets de 50 livres en 2021, ce qui est quand même un hommage assez stylé, mais bon, il les aura jamais vus. L'histoire d'Alan Turing de Johann Clark et de ses coéquipiers est un exemple de l'importance de la tolérance et de la diversité dans la société. Sans la contribution d'Alan Turing, l'informatique moderne ne serait sûrement pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il est donc important de se rappeler de sa contribution et de l'honorer pour ce qu'il a fait durant sa vie, puisque sinon on ne serait certainement pas en train de regarder cette vidéo. Enfin, moi de la faire et vous de la regarder, vous avez compris l'idée quoi. Si Alan Turing n'avait pas existé ou n'était pas parti dans la cryptographie, voici quelques exemples de choses qui ne seraient pas actuellement dans le monde de l'informatique et de la cryptographie. Ce ne sont que des hypothèses, des exemples. Bien évidemment, nous ne pouvons pas tracer l'intégralité de la timeline et dire que ça n'aurait pas existé. Ça aurait peut-être existé sous une forme différente. Premier exemple, les ordinateurs modernes. Sans la base de l'informatique que Turing a écrite et a consolidée tout au long de sa vie, qui est toujours utilisée aujourd'hui, les ordinateurs ne seraient peut-être pas ce qu'ils sont, ne seraient peut-être pas aussi avancés. La cryptographie moderne, sans le travail fourni par la Bomba pour décrypter ce genre de messages, il est sûrement possible que la cryptographie et la création des nouveaux systèmes de cryptographie n'aient jamais été aussi poussés. On serait peut-être resté sur des cryptographies beaucoup plus simples. Les avancées de l'intelligence artificielle, les bases que Turing a mis et notamment son test de Turing qui sont toujours utilisés aujourd'hui pour toutes les intelligences artificielles, que ce soit de la reconnaissance vocale à la traduction automatique ou même passant par ChatGPT qu'on a découvert il y a quelques temps. ChatGPT a aussi connu un petit test de Turing. Dernier point, la reconnaissance des droits LGBT. Si Alan Turing n'avait pas subi tout ça durant sa vie et que ses fichiers n'avaient pas été déclassifiés, la lutte pour les droits des personnes LGBT n'aurait peut-être pas été aussi efficace qu'elle l'a été. En somme, les contributions d'Alan Turing, que ce soit durant sa vie ou après sa vie jusqu'à aujourd'hui, a un impact colossal sur le monde de l'informatique, le monde de la cryptographie ou même le monde de manière générale, puisqu'il a aidé à sauver des millions de vies. C'est quand même fou de se dire qu'une personne comme ça a pu changer le visage du monde à sa petite échelle, et quand on y réfléchit, incroyable. D'ailleurs, ce qui serait incroyable, ça serait le petit bouton s'abonner et un like, hein, ça c'est pareil, ça coûte rien, on fait pas le même taf qu'Alan Turing, et au moins tu portes une personne. Je ne peux que vous conseiller de regarder le film Imitation Game si vous ne l'avez pas encore vu. Franchement, c'est un très bon film à regarder, n'hésitez pas. Et si vous vous posez plus de questions sur les mystères d'internet, je peux vous proposer la vidéo sur les mystères de YouTube ou les mystères des VPN. À vous de choisir. C'est un point là qu'il n'a jamais pu lui avouer. Peut-être un bruit de je viens de taper dans ma tasse. Ah, purée, mais j'oublie son âge, 23, c'est quand même pas compliqué. À l'âge de 1936 à 20. L'âge de 1936. Je suis beaucoup trop vieux en fait. Cependant, après sa mort, je ne sais plus c'est quoi la suite, mais apparemment il est mort. Ça c'est une certitude. Par contre, ça là, j'avais pas vu. Ça va être chiant. Passez-vous là, le soleil. On est en Bretagne, merde. Des bisous. Ah.